Bonjour les élèves. On va faire la leçon aujourd'hui sur c'est quoi encore? La loi de Hooke puis le travail. Je commence à me mélanger un petit peu. Lorsque j'applique une force sur un corps élastique, la déformation du corps est proportionnelle à la force que j'applique. En d'autres mots, si je double la force, la déformation va doubler. Si je triple la force, la déformation va tripler. Plus que tu forces, plus que l'objet va déformer, qui est logique. Ça marche pour les élastiques, ça marche pour les ressorts, ça marche en fait pour tous les types de corps, même les corps qui à première vue on ne dirait pas qu'ils sont élastiques, du ciment même. Mais tous les corps, peu importe leur dureté, ont un certain degré d'élasticité. On appelle ça justement, puis la déformation, le fait que c'est linéaire, c'est proportionnel, ça veut dire que ça forme un graphique linéaire. Dans ce graphique-là, on peut voir qu'il y a une portion qui est linéaire. Ça, c'est la portion qu'on appelle la portion de Hooke ou la portion de la loi de Hooke. Mais c'est pas infini. La force, éventuellement, va atteindre un point qu'on appelle la limite d'élasticité. À partir de ce point-là, ça ne veut pas dire que le corps ne déforme plus. Ça veut dire que ce n'est plus linéaire. Ça devient exponentiel. C'est-à-dire qu'il faut forcer de plus en plus fort pour déformer le corps. Puis éventuellement, si tu continues à forcer, tu vas arriver à un point où tu vas, quand tu vas être dans la zone au-delà de la limite d'élasticité, tu vas arriver à un point, au point de cassure, où tu vas simplement casser l'objet. Ça marche pour les forces de tension et les forces de compression. Ça veut dire que ça peut être un ressort qu'on étire, ça peut être un ressort qu'on compresse. Si c'est ce type de ressort-là, ça peut être une balle de tennis qu'on écrase. Peu importe, n'importe quel corps a la force qui est appliquée dessus va le déformer de façon proportionnelle à la force. Si on regarde la pente du graphique de la loi de Hooke, la pente s'appelle la constante d'élasticité. Ça représente la quantité de force que ça prend pour déformer le corps d'une distance ou un étirement ou une compression de 1 mètre. C'est sûr que ce n'est pas tous les corps qui peuvent se déformer de cette grandeur-là, mais puisque c'est un rapport, c'est quand même valable. Pour vous donner une idée générale, l'élastique que j'avais tout à l'heure, si je voulais l'étirer d'1 mètre, si on dit qu'il ne cassait pas, l'étirer sur une distance d'1 mètre, ça prendrait probablement à peu près, pour ceux-là, je dirais peut-être 50 à 100 newtons. Fait que ça serait 100 newtons par mètre. N'importe quel ressort qui est au-dessus de 300 newtons par mètre nous donnerait énormément de difficultés avec nos mains pour pouvoir le déformer de 1 mètre. Nous autres, notre force maximale étant autour de 300 newtons avec nos bras. Si on regarde la représentation graphique de la loi de Hooke, ben, si la portion linéaire, c'est une pente qui est plus à pic, ben à ce moment-là, ça veut dire que ça prend plus de force pour le déformer d'un petit montant. En d'autres mots, plus la pente est à pic, plus le corps a, je dirais, une élasticité plus difficile. Ça veut dire qu'il faut forcer plus pour le déformer. Puis moins la pente est à pic, mais c'est l'inverse, c'est un corps qui est facilement déformable. Maintenant, si je résume ça en une phrase, vous avez maintenant une formule pour la force de tension qu'on n'a jamais eu avant. Oups, ça shake. Vous avez aussi la même formule pour la force de compression, ça dépend du problème. Ça fait que maintenant, si on connaît la déformation du corps, puis qu'on connaît sa constante d'élasticité qui représente la pente du graphique justement, à ce moment-là, on est capable de savoir c'est quoi la force qui est appliquée. C'est une formule de plus pour trouver la force de tension. La deuxième partie de la leçon, c'est aussi une révision de l'année passée sur ce qu'on appelle l'énergie ou le travail. L'énergie, je veux rappeler à tout le monde que l'énergie, c'est la capacité de faire bouger un objet, de forcer sur un objet puis de le déplacer. Ce qui est important, la force qu'on avait pour l'énergie l'année passée, ce qu'on appelait l'énergie mécanique ou communément appelée le travail, la formule c'était W est égal F fois D. Work, travail, est égal force fois distance. L'année passée, puisqu'on ne travaillait pas avec des angles, on n'avait pas besoin de mettre la formule complète. Mais cette année, la vraie formule, c'est W, work, est égal force fois distance multiplié par le cosinus de l'angle. La raison que c'est multiplié par le cosinus de l'angle, c'est qu'il faut absolument que la force qu'on considère qui effectue le travail, c'est la portion, la composante de la force qui est parallèle au déplacement. C'est pour ça que le cosinus est là. Si tu forces avec un angle de 30 degrés, uniquement la portion parallèle, c'est-à-dire la composante, disons, X,
serait la seule qui aurait un effet sur le travail. Pour le reste, peut-être de vous rappeler que le travail, c'est de l'énergie qui est mesurée en joules, la force en newton, le déplacement en mètres. Puis, c'est toujours l'angle θ, c'est toujours l'angle entre le sens du déplacement et l'orientation de la force. Si les deux sont perpendiculaires, il n'y a pas de travail accompli. Si les deux sont parallèles, bien, tu peux ignorer le cos θ. Ça devient des problèmes comme l'année passée, parce que cos de 0 degré, ça donne 1. Ça ne change pas la valeur. Je devrais mentionner que pour cette unité-ci, il va arriver à quelques reprises qu'on va utiliser des formules de la première unité et de la deuxième unité, parce qu'on travaille quand même avec des forces, comme dans la deuxième unité. Puis vu qu'on parle de force multipliée par le déplacement, il va arriver des fois que je vais vous rappeler la première unité, parce que le déplacement, des fois, au lieu de vous donner le déplacement, je vais vous donner les conditions. Par exemple, la vitesse initiale, la vitesse finale. Vous allez utiliser vos formules que vous aviez pour la première unité pour trouver le déplacement. Même chose, des fois les forces provoquent des accélérations, ça fait que des fois on va utiliser les formules de la première unité pour trouver l'accélération, soit avec les forces ou avec les formules de mouvement. Mais dans tous les cas, cette unité-ci, il y a quelque chose qu'on aurait pu faire dans le lab, c'est que vous avez l'opportunité de combiner les deux premières unités, en tout cas les regrouper avec cette unité ici aussi. Ça fait que les formules qui ont rapport avec le mouvement, les formules qui ont rapport avec les forces, et maintenant les formules qui ont rapport avec l'énergie vont faire un beau gros tout ensemble. C'est beau? Ça fait que prenez les notes pour ça. Si vous avez des questions, n'oubliez pas que je suis disponible. Puis vous devriez trouver ça correct. N'oubliez pas vos schémas. Puis vos signes aussi, c'est important. Plus et moins. Bye tout le monde.